Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Déjà la seconde émission de cette année 2026. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très bonne année. Bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence. Non mais je sais. The Voice. The Voice. Non, Jean-Luc n'a pas pu venir, c'est Amanda Lear qui va faire l'émission. Non, on va tout de suite expliquer les choses, on est transparent. J'ai la grippe, voilà. Il y a 15 jours. Je vous ai dit que ça commençait. Et vous savez, il y a ce V grippal. Donc, on est malade, ça va mieux. Et puis à la fin, juste avant que ça s'arrête, on est encore plus malade. Et aujourd'hui, c'est le jour où je suis plus malade. Et normalement, vous n'êtes plus contagieuse. C'est pour ça que nous avons accepté qu'ils viennent travailler avec nous. Mais en tout cas, on vous souhaite donc une bonne année de santé, l'ami Jean-Luc. Ouais, on va essayer. Une bonne année sur les routes pour tout le monde. Vous connaissez le principe, on ne va pas changer les bonnes habitudes. 0826 300 300. Bonne année également à Aude, qui est notre super standardiste, une femme exceptionnelle, pas que d'ailleurs, mais voilà. On a Jamel qui réalise cette émission. Bonne année mon Jam. Voilà. Et puis on a une petite présence de Jérémy qui passe nous dire bonjour ce matin. Salut Jérémy et bonne année aussi au programme de cette émission. Alors, il vous a pas échappé que cette semaine, il a fait en début de semaine un peu froid, avec de la neige. En fin de semaine, il a fait un peu de tempête. Voilà. Donc, spécial météo, au menu, on va avoir du froid, de la tempête, enfin tout ce que les gens adorent en automobile. On va parler... Alors, d'une part, du baromètre de l'assurance avec les hausses. Ça, c'est le seul truc qui était en hausse cette semaine. C'est les prix des assurances, parce que les températures étaient plutôt en baisse en début de semaine. On en profitera pour... parler de ceux qui malheureusement ont un peu glissouillé sur les routes, de quelle façon ils vont être indemnisés par leurs assureurs. On va en parler rapidement. L'essai de la semaine. L'essai de la semaine, c'est une BYD. Alors il y en a qui vont dire ah là là, c'est encore une voiture chinoise. Bon, juste un chiffre pour vous dire à quel point on est mal. On est mal. BYD dépose 45 brevets par jour. Ils ont 120 000 ingénieurs. Vous savez quel est le record en Europe ? La société qui en dépose le plus, Forvia, c'est Stellantis, 3,5 par jour. Oui, mais enfin c'est à peu près, il faut quand même comparer ce qui est comparable. Moi j'ai les chiffres, attention, j'ai les datas. 1 500 000 brevets chinois régulièrement. Nous, on a 47 000 ingénieurs en France et en Europe. Non mais là juste BYD 120 000. Oui, mais c'est pour ça. En fait, on peut pas se battre contre ça. Non, on peut pas se battre. C'est pour ça ceux qui disent il va encore essayer une voiture chinoise, mais bon, on va en essayer de plus en plus. On peut se battre sur d'autres plans. La bonne nouvelle, c'est qu'on essaye quand même des voitures européennes. On essaye encore des voitures européennes. D'ailleurs, pour parler de voitures européennes, on parlera de la voiture de l'année en fin d'émission, puisqu'elle a été élue hier. Alors je vous donne un indice. C'est une étoile. C'est moi, vous voulez parler de moi? Voilà. C'est gentil. C'est une étoile. Le logo de la marque, c'est une étoile. Vous allez me dire, c'est fastoche. Ouais, vous l'avez compris, on va en parler évidemment, mais on va pas parler que de ça. On a les questions auditeurs au 0826 300 300. On va se poser la question aussi de savoir, vu le souk que ça a été en début de semaine avec la neige, s'il faut généraliser la loi montagne à tout le pays. Ça, c'est une vraie bonne question. C'est une vraie bonne question, parce qu'on verra qu'il y a des pays où c'est le cas. Ouais. Par exemple en Allemagne, c'est pas obligatoire, mais on n'a pas le droit de rouler si on n'est pas équipé quand il y a de la neige. Voilà. Et puis on a pu le tester. Moi je l'ai testé cette année là avec mes pneus 4 saisons. Qu'est-ce que j'ai apprécié avoir. C'est bien les 4 saisons. C'est extraordinaire. C'est un petit peu plus cher. Moi je préfère les calzones, mais ils font pas en pneus encore. Le tableau de bord digital. Je vois que la grippe n'a pas attaqué tous les côtés. Pas tous les neurones. C'est ça. Le tableau de bord digital à 50 ans. Bah ouais. Ah ouais. Comme moi, dis donc. Ouais. Et c'était dans une voiture, alors un petit peu, exotique. Je vous dis pas quoi. Non, on garde le secret et le mystère jusqu'à la fin de l'émission. Vous êtes évidemment avec nous, vous le savez, sur la page Facebook de Sud Radio. On vous attend également sur vos mails. Je participe @sudradio.fr. Vous mettez bien On parle auto dans l'objet. Vous mettez toutes vos coordonnées, votre question ou votre réaction. Et au 0826 300 300, ne serait-ce que pour souhaiter par exemple de bons vœux de rétablissement de santé à Jean-Luc. On vous attend, c'est une émission. Nous sommes en direct et nous sommes avec vous. Nous en sommes ravis. Sud Radio, on parle auto et de sécurité.
Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Bon, une fois de plus, les filles sont plus costauds. Moi, je suis en pleine santé. Allez, on va parler assurance et le baromètre 2026. On va en parler avec Christophe Dandois, qui a passé une mauvaise semaine aussi, parce que les assureurs ont passé une mauvaise semaine, forcément. Co-fondateur de la Néo Assurance Léo Caire. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Bon, début de semaine, quand vous avez vu là, les voitures qui jouaient aux auto-tamponneuses, ça a dû vous faire froid dans le dos, c'est le cas de le dire. Oui, peut-être qu'on peut rappeler à chaque fois pour cette prise de parole que l'assurance auto est obligatoire. Oui, bah oui. Forcément, et donc expliquer assez simplement que le minimum de l'assurance s'appelle l'assurance routière, et que malheureusement quand on est assuré de cette façon-là et qu'on va glisser tout seul et se mettre dans un fossé et abîmer son véhicule, eh bien on ne sera pas indemnisé. Donc c'est bien pour ça qu'aujourd'hui on parle de l'assurance tout risque, qui est celle qui permet d'avoir une indemnisation lorsqu'on a un accident sans tiers. Donc voilà comment on peut simplement savoir si on va être pris en charge ou pas en fonction d'un accident. Est-ce que vous avez déjà eu là pour l'épisode neigeux qu'on a eu et verglaçant, parce qu'attention, il n'est pas fini, il est dans l'Est ce week-end, soyez prudents. Est-ce que vous avez déjà eu des chiffres, en tout cas des gens qui n'étaient pas assurés au tiers et qui ont tout perdu ? Globalement, en France, il est estimé entre 7 à 10% le volume de véhicules qui roulent sans assurance. Peut-être que l'État un jour voudra le faire, vous le savez, on a déjà discuté ensemble. On pourra le faire automatiquement, on pourra vérifier automatiquement. Depuis le 1er janvier 2019, le fameux FVA, le fichier des véhicules assurés, qui est alimenté par tous les assureurs, a la capacité en un instant de donner quelque part le taux de couverture en termes d'assurance des voitures. Alors après, on ne le fait pas pour certainement d'autres raisons qui me dépassent, mais en tout cas, on saurait répondre à votre question très précisément, Laurence, le nombre de véhicules à l'unité près qui roulent sans assurance. Bon, alors, ils roulent sans assurance. Une des raisons, c'est que les tarifs ne cessent d'augmenter. Oui. Et vous avez fait encore le baromètre 2026 de l'assurance. Et mon Dieu, quelle surprise, ça augmente. Oui. À chaque fois, quand on a cet échange, grosso modo, on est toujours autour du triptyque, celui que vous connaissez mieux quiconque, qui est l'inflation d'abord technique des véhicules. On en parle aussi régulièrement, le coût d'un phare, etc. Le deuxième, celui que vous venez d'évoquer, qui est le coût climatique. Et le troisième, on y viendra aussi, qui est l'exposition locale, puisqu'en fonction de où on habite, en fonction de la densité, la fréquence d'accidents est différente, et donc la sinistralité aussi, et les coûts associés. Quand on a préparé l'émission, Christophe a failli gagner une Bugatti. Mais parce que je lui ai demandé quel était le prix, parce qu'on parlait du prix des phares, qui a augmenté dans des proportions absolument dingues. Du phare de Bugatti. Exactement, de Bugatti Veyron. J'ai demandé combien. Bon, il était 10 fois en dessous. Oui, c'est 140 000, c'est ça? Ouais, 135 000. 135 000 euros, le phare. Ouais, le phare. Voilà. Donc, bon, sans en arriver à des extrémités comme ça, c'est vrai que le coût des phares, les bandeaux lumineux à l'arrière des voitures, tout ça maintenant fait que le moindre petit choc, ça peut tout de suite vous coûter plusieurs milliers d'euros. C'est un truc de dingue. Là, on va avoir des indices de réparabilité des voitures qui vont être énormes maintenant. En termes de, peut-être toujours pareil pour donner quelques chiffres, on constate qu'entre certaines villes du sud, puisque les Bouches-du-Rhône sont clairement dans le top 3, et puis par exemple des villes de l'ouest, pour le même profil, le même véhicule, on va trouver un écart de près de 500 € pour les mêmes couvertures. Donc on comprend bien que y a un véritable aussi enjeu local par rapport à cet aspect de disparité tarifaire. On peut rappeler qu'on est entre 4 à 5% sur l'auto, et puis peut-être profiter de dire aussi qu'on est entre 6 et 7 dans l'habitation. Donc on voit bien que l'aspect climatique, l'aspect inflation est un impact global sur l'assurance par rapport à l'évolution tarifaire en 2026. D'accord. Oui, les villes où l'assurance auto est la plus chère, c'est Marseille, Aix-en-Provence, Antibes, Nice. Comment on explique ça ? Alors, je vais dire les versions statistiques. On sait qu'on a d'abord une problématique, comme je l'ai dit, qui est l'exposition. On est dans des zones où il y a le plus de trafic. Donc les 3 premières villes, en effet, elles sont les Bouches-du-Rhône, et puis après, c'est les villes de l'Île-de-France. Donc on comprend bien que c'est là où il y a le plus de densité. Donc quand on est plus nombreux sur la route,
il y a plus de chances d'avoir de fréquences d'accidents. Après, on a aussi les constats qu'on disait sur l'inflation technique, donc sur les coûts de réparation. Et donc, quand on a une densité de voitures, eh bien, on n'a pas forcément la même densité de carrossiers, et donc les coûts sont souvent plus élevés en termes de réparation. Et puis, il faut le dire, hein, il y a aussi la surcharge, notamment, que vous connaissez, que vous évoluez souvent sur votre antenne, sur les surcoûts de réparation, et notamment, on connaît tous l'histoire du pare-brise, on a déjà échangé. Et puis, il faut aussi parler de la fraude. Hein. On constate en France à peu près 7%, et encore, je pense qu'on est encore en dessous, hein, mais on pense que 7% des 11-12 milliards de réparations dans l'automobile qu'il y a par an, il y a 7% de fraude. Hein. Donc, comme c'est un modèle, comme on le sait tous, collectif, bien malheureusement, ceux qui trichent obligent payer aux autres. À payer pour eux. Voilà. Malheureusement, vous dites que les prix vont rester durablement élevés, donc il n'y a pas à l'horizon d'envisager des baisses. Bien, on disait en introduction que finalement cette évolution tarifaire est liée à la fois à l'inflation technique, et vous en parlez tous les samedis, en effet, de ces coûts et de ces technologies qui sont certainement de plus en plus sécurisées, embarquées, mais de plus en plus coûteuses. On voit bien que le climatique, que ce soit par la chaleur, que ce soit par les orages, etc., ont des impacts sur les véhicules, et l'exposition et la densité est de plus en plus vraie, puisque les villes atteignent des tailles de plus en plus importantes. Donc, factuellement, statistiquement, on ne voit pas dans quel contexte, à part peut-être, alors ça c'est peut-être faire changer la loi, il y a une possibilité en imposant dans un contrat d'assurance à tous les assurés d'aller dans des garages agréés. Alors, dans ce contexte-là, Laurence, Jean-Luc, on pourrait proposer pour les années suivantes d'être constant. Hein. On rappelle, peut-être si vous me laissez encore une seconde, oui. Un garage agréé, en gros, en France, on paye environ, nous, 2500 €. Un non agréé, on paye autour de 3900 €. Hein. Et pour les pare-brises, dans les réseaux agréés, on est autour de 700 €. Et les non agréés, 1000. Vous voyez, donc si on emmène tout le monde dans l'agréé, on va déjà faire des économies. Ouais. Exactement, et donc de ne pas impacter les assurés. Et juste pour une dernière question pour nos amis qui nous écoutent sur Sud Radio dans On parle auto, est-ce que ces fameux contrats d'assurance genre au kilomètre, etc., sont valables aussi pour faire des économies? Là, je me positionne en tant qu'assuré, non pas en tant qu'assureur. Est-ce qu'il y a aussi moyen comme ça de peut-être moins dépenser d'argent tout en étant couvert? Et je parle pas que du tiers payant, hein, du tiers payant. Oui, L'assurance au tiers, pardon. Non, j'ai un malade face à moi, donc je pense sécurité sociale aussi. Je crois que je vais faire un concours avec Jean-Luc aussi du malade. Il est vrai que on l'a déjà dit, hein, depuis le Covid, hein, je crois que la distance moyenne des voitures est passée d'un peu plus de 11 008 à un petit peu plus de 10 000 km par an. Donc on constate quand même presque 20% de baisse avec le télétravail et tous ces enjeux. Donc on peut se poser la question finalement au kilomètre. En gros, en France, il y a des paliers dans ce qu'on appelle petits rouleurs, autour de 5 000 et de 8 000. Donc on voit que pour répondre à votre question, Laurent, sur un plan purement tarifaire, avec garantie équivalente, il faut vraiment être un tout petit rouleur, ça veut dire être autour de 2-3 000 par an. Peut-être que ça peut correspondre à des voitures, par exemple, de vacances ou de genre de choses comme ça. Mais globalement, économiquement, c'est assez limité. D'accord. On va rappeler quand même, pour finir, Christophe, qu'on peut faire jouer la concurrence et que tous les ans, on peut changer d'assureur. La loi Hamon, mise en place depuis le 1er janvier 2015, elle permet à tout assuré français avec son véhicule, au bout d'un an d'ancienneté de contrat d'assurance, on peut changer à tout moment, au 13e mois, au 15e mois, au 24e mois. Il n'y a pas besoin d'attendre non plus l'année pour le faire. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être intervenu ce matin pour faire un point sur le baromètre 2026 de l'assurance. Christophe Dandois, on vous embrasse. Désolé pour la Bugatti, hein, Christophe. Une très belle année. Attendez, je vais rejoindre mon ami Jean-Luc pour qu'on soit aussi toujours en complicité. Christophe Dandois, donc cofondateur de la DO Assurance Léo Caire. Bon, c'est moche de se moquer. Je me moque pas parce que si, un peu quand même. Non, mais je me moque pas. Je suis triste pour vous. Au revoir, Christophe. Dans quelques instants, on va vous recevoir, vous, au 0826 300 300. Vous avez une question à poser, vous avez une réaction, n'hésitez pas, vous nous rejoignez. Aude vous accueille au standard, ou alors vous nous écrivez dès maintenant votre question, votre réaction, un mail, jeparticipe@sudradio.fr, vous mettez On parle auto dans l'objet, toutes vos coordonnées et bien sûr l'objet de votre mail et la question, et on reçoit tout ça et on vous contacte. Sud Radio, on parle auto et de sécurité.
Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et merci de nous suivre également pour cette nouvelle année 2026 sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes déjà très nombreux. Notre ami Marc de la pâtisserie Villedieu à Lyon nous dit bonjour à tous, très bonne année 2026. Merci de nous régaler tous les samedis. C'est bien de dire bonne année, mais... Elle est où la galette, quoi? Exactement, hein, c'est ça que j'allais dire. non, mais... il paraît que c'est très bon pour la grippe. Pour la grippe. La galette des rois. Marc de la pâtisserie Villedieu qui nous avait déjà ramené, envoyé des petites douceurs. On a ici Stéphane qui est là, Nathalie qui est là, vous êtes nombreux à nous rejoindre, Martine également, Brigitte, oh là là, vous êtes super nombreux, on vous adore. Ah, je peux faire une petite parenthèse? Oui. Un énorme coup de cœur également encore cette semaine pour tous les dépanneurs de France et qui vont encore continuer ce week-end à bosser parce qu'ils ont été exceptionnels pour nous venir en aide partout. Oui, bosser. Les dépanneurs, je vous aime, vous le savez, et c'est pas de la flagornerie. Bravo à tous. Alors tiens, allez, on accueille Guillaume maintenant puisque c'est le moment de la question auditeur. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, déguisé en Dark Vador ce matin. Je suis ton père. Ouais, alors tant que moi je serai pas votre mère, tout va bien. Alors on va accueillir pour répondre à votre question maître Jean-Baptiste Ledal, qui est avocat en droit routier. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour maître. Bonjour à tous. Bonjour maître. Bonjour maître. Quelle voix. The Voice. Guillaume, on vous écoute. Bon alors, c'est une question un petit peu originale. Je suis aveugle. Donc j'ai pas envie de conduire, mais je voudrais m'acheter une voiture et il semble que c'est pas possible. Je suis allé dans un garage Renault pour m'acheter une Clio 6, très bonne voiture au demeurant, et on me refuse. Enfin, on veut que je mette quelqu'un sur ma carte grise puisque moi je ne peux pas conduire, mais je pourrais vouloir faire conduire ma voiture par d'autres. Alors comment je fais? Mais on veut pas vous vendre la voiture parce que c'est ça la vraie question. Ouais. Ils veulent pas vous la vendre. On veut bien me la vendre, mais on m'oblige à mettre quelqu'un d'autre que moi sur la carte grise. Et moi je veux pas, c'est ma voiture. A priori, ça va être compliqué. Oui, ça va être compliqué. Maître Ledal. Alors, que dit la loi? Alors effectivement, ça va être un petit peu compliqué. Alors effectivement, on peut tout à fait, et je comprends notre auditeur, vouloir s'acheter un véhicule pour avoir une mobilité, pour faciliter la vie de ses proches. C'est tout à fait normal, et c'est pas parce qu'on a un handicap visuel que un concessionnaire peut nous dire je refuse de vous vendre un véhicule. Ça serait un refus de vente, c'est puni par la loi. Plus grave, ça serait même une pratique discriminatoire fondée sur un handicap. Donc ça, c'est totalement exclu. Si un concessionnaire, que ça soit un grand concessionnaire ou même un professionnel, un petit mandataire, ça c'est totalement inenvisageable. Alors par contre, c'est vrai que depuis, alors ça fait pas très longtemps, c'est depuis 2017, on a un décret du 9 août 2017 qui est venu revoir un petit peu les règles d'immatriculation pour mettre frein à peut-être certaines dérives des gens qui immatriculaient un véhicule sans être titulaire du permis de conduire. Et là, l'astuce ou la petite combine qui a été un petit peu identifiée par les services du ministère, c'était que les infractions qui étaient commises au volant ou au guidon de ces véhicules, par derrière, il n'y avait pas de retrait de points possible puisque la personne qui était sur la carte grise n'avait pas de permis. Maître Ledal, puisqu'on est dans la délation 2026, année de la délation, non, c'est aussi année de la saucisse. Je connais un avocat spécialisé en droit routier que je ne citerai pas parce que j'aime beaucoup Rémi et qui mettait les cartes grises au nom de ses enfants. À l'époque, avant. Je ne suis pas sûr que ce nom commence par J et finisse par E, peut-être. Mais effectivement, on peut avoir. Alors, on peut aussi être passionné de moto, de voiture et immatriculer parce qu'on veut transmettre cette passion à ces jeunes enfants. On peut immatriculer un véhicule un peu sportif.
Voilà, au nom d'un jeune garçonnet de 3 ans. Alors bien évidemment, ce jeune garçonnet de 3 ans, il risque pas d'atteindre les pédales, donc on se doute bien que c'est pas lui qui conduit, hein, c'est son papa, sa maman. Mais bon, en tout cas, c'était une pratique qui était légale, hein, jusqu'en 2007 et qui a pu arranger, hein, peut-être quelques utilisateurs, on va dire avertis du code de la route. Alors, je vais être très clair, hein, je ne sais pas si c'était une pratique très très répandue, mais en tout état de cause, ça pouvait se faire. Voilà, ça pouvait se faire, et le gouvernement a estimé que c'était plus possible en 2017. Oui. Donc effectivement, maintenant quand on veut immatriculer un véhicule, eh bien les textes obligent celui qui n'a pas de permis de conduire à faire figurer sur le certificat d'immatriculation le nom de quelqu'un qui a le permis de conduire. Alors, donc ce qui veut dire, excusez-moi maître Le Dalle, mais pour Guillaume, il n'a pas le choix. C'est-à-dire que s'il veut s'acheter une voiture, alors 2 questions. Il est donc obligé soit de mettre un nom d'une autre personne de confiance sur sa carte grise. Autre question. Comme pour l'immobilier, on a le droit de monter des SCI pour acheter à plusieurs des appartements, des maisons. Est-ce qu'on peut aussi faire ça, c'est-à-dire monter une société sur laquelle les 2 noms apparaissent et c'est la société qui apparaît sur la carte grise du coup? Il faut un titulaire du certificat d'immatriculation, mais on peut effectivement via des sociétés, on peut avoir des sociétés, des personnes morales qui sont titulaires d'un certificat d'immatriculation. Ça permet de contourner cette difficulté, mais là il faut avoir une démarche de création de société. Ouais. Là, le mieux pour Guillaume, en fait, c'est si un membre de sa famille accepte d'être sur la carte grise. Tout à fait, en rappelant bien que, parce qu'on peut parfois avoir des craintes là-dessus, hein, que le certificat d'immatriculation n'est pas un titre de propriété. Hein, donc c'est pas parce qu'on apparaît sur un certificat d'immatriculation que cela signifie qu'on est propriétaire du véhicule. Hein. Donc pour notre auditeur, il ne faut pas qu'il ait peur de se dire tiens, je vais me faire capter la moitié de mon véhicule. Par contre, c'est vrai qu'il faut trouver un tiers de confiance, parce que ça veut dire que dans cette hypothèse, toutes les infractions qui seraient relevées sur ce véhicule, les avis de contravention, vont arriver chez cette âme charitable qui va dire je suis d'accord. Et puis il y a autre chose, Maître Le Dalle, on va redonner la parole à Guillaume qui est au centre de cette question. Guillaume, vous avez aussi peut-être la crainte que si c'est pas une personne de confiance, qu'on puisse revendre la voiture aisément, récupérer l'argent et ciao, bonsoir. C'est pas tellement cette crainte-là, mais je me dis que j'achète une voiture, elle est à moi, je vois pas pourquoi je dois mettre quelqu'un d'autre sur la carte grise. Surtout que par rapport à ce que vous venez de dire, ça veut dire qu'en imaginant que je mette ma sœur, bon, j'en ai pas, mais je mets ma sœur sur la carte grise, si mon oncle conduit la voiture et qu'il se prend un radar, c'est ma sœur qui va le recevoir. Donc déjà ça m'embête, quoi. Oui, mais je pense que vous n'aurez pas trop le choix et que c'est quelque chose à faire ensemble en toute confiance. Là, pour le coup, votre sœur, elle vous ramène, je sais pas, mais la personne qui a fait Mais il n'a pas de sœur. Il n'a pas de sœur. Mais la personne qui aura pris le PV, voilà. Là, le problème, c'est que je pense, Guillaume, que vous n'avez pas d'autre solution. J'ai bien compris, mais alors juste une deuxième question qui va avec la première. En imaginant, je fais de la science-fiction, que j'ai un domaine de 42 hectares et que j'ai envie de m'acheter ma Clio 6 pour me balader dans mon domaine, donc je suis chez moi, je fais ce que je veux, et là je suis obligé quand même d'avoir un tiers de confiance sur ma carte grise. De toute façon, on ne vous laissera pas acheter la voiture. Si, il pourra acheter la voiture, mais il ne pourra pas l'immatriculer. Voilà. Alors Maître Le Dalle, rapidement pour conclure, s'il vous plaît. Alors rapidement, le concessionnaire, bon maintenant sur des grosses concessions comme Renault, ils sont pas calibrés pour vendre des voitures sans les immatriculer, donc ça sera compliqué à ce niveau-là. Et effectivement, alors après peut-être par un autre biais qu'un gros concessionnaire, on pourrait imaginer de placer un véhicule. Le seul problème, c'est que le véhicule, on pourrait quand même être en théorie verbalisé pour non-mutation du certificat d'immatriculation, donc on serait quand même en infraction. Donc ça serait techniquement possible. Maintenant, dans la pratique, on serait potentiellement en infraction et on aurait des difficultés aussi en termes d'assurance, parce que même si le véhicule, il ne circule qu'au sein de ce grand domaine, il doit être assuré. Pour être assuré, il faut qu'il soit immatriculé. Donc même dans cette hypothèse, on aurait un problème. Alors peut-être que la piste à chercher, si vraiment on a un grand domaine, ça serait peut-être effectivement de passer par une structure, une personne morale,
morale, une société pour immatriculer le véhicule au nom de cette société. C'est peut-être ce qui serait le plus simple. Moi, je pense que mon idée était bonne parce que j'ai toujours des bonnes idées. Enfin, souvent. Merci beaucoup, Maître Le Dalle. Et merci à vous de votre invitation. Tous mes voeux. Merci à vous aussi. Guillaume, on vous laisse avec ces nouvelles qui ne vont pas dans votre sens, malheureusement, mais au moins vous connaissez la loi et ce qu'elle vous imposera. On vous embrasse fort, on vous souhaite une belle année. Vous nous tenez au courant si vous achetez votre voiture avec quelqu'un. Non. Hein, d'accord. Et puis c'est bien le Clio aussi. Moi, Jean-Luc. Ouais. Bon. Rapidement, Guillaume. Allez-y, rapidement. Je voulais juste dire, Jean-Luc, je vous écoute très souvent et vous parlez souvent des boutons qui vous embêtent sur le tableau de bord quand il n'y a plus de boutons et qu'il faut passer par les écrans. Mais je voulais dire que toutes les, alors je fais pas du tout de pub pour Renault, mais sur toutes les Renault qui ont le dernier système de Google, on peut presque tout commander à la voix, y compris l'ouverture des fenêtres, y compris la température de la clim et tout ça. Donc ça, je trouve que c'est génial pour moi déjà. Et puis surtout, c'est un élément de sécurité parce que plus besoin de chercher le bouton, vous lui dites Google, mets-moi le chauffage à 22 et elle le met. Il faut juste que Google tombe pas en panne, mais vous avez raison. Merci Guillaume. On va en parler, tiens. On va en parler, tiens. Super sujet. Merci beaucoup Guillaume. Et Guillaume qui nous a écrit un mail, jeparticipe@sudradio.fr. Il nous a mis dans l'objet, je suis aveugle, je veux acheter une voiture, comment dois-je faire? Eh ben merci. Allez, dans quelques instants, on va essayer une voiture. Enfin, moi je vais rien faire, je vais me reposer. C'est l'ami Jean-Luc qui va s'y coller. Sud Radio. Sud Radio, on parle auto. Et on prend le volant. Et vous le savez, pour ceux qui rejoignent peut-être l'écoute de On Parle Auto et l'écoute de Sud Radio, bienvenue à nos nouveaux auditeurs en ce début d'année 2026. Eh bien, une fois sur deux, tous les samedis, donc un samedi sur deux, l'ami Jean-Luc essaie une voiture neuve, en tout cas qui est disponible à la vente. Avant que je l'essaye. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est une BYD Sea Lion 5 DMI, j'aime bien, ils ont plein de noms poétiques. J'adore les Chinois. Bon, vous l'avez compris, c'est un constructeur chinois qui continue son offensive sur le marché français avec ce SUV hybride rechargeable, tenez-vous bien, qui est proposé à moins de 30 000 € pour la version de base. Et c'est qu'un début, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les 120 000 ingénieurs du groupe déposent 45 brevets par jour, quand Stellantis en dépose 3,5, donc on n'a pas fini d'être envahi. Bon, certes, ce Sea Lion 5, il n'a rien de très original. Esthétiquement parlant, il est assez passe-partout. On pourrait le prendre pour un Volkswagen ou un Skoda. Bon, c'est pas désagréable. Là où il se démarque de ses camarades, en revanche, c'est en termes d'encombrement. C'est une grosse voiture dans le segment C, avec une longueur de 4,74 m, une largeur de 1,86 m. C'est plus, par exemple, que son principal concurrent, qui est le MG EHS. Évidemment, on profite de ces larges dimensions au niveau du coffre avec un volume de chargement de 463 litres. Et puis, comme il est presque aussi long que le dernier Renault Espace, avec un empattement de 2,71 m, le Sea Lion 5 est aussi très généreux pour les passagers arrière. Il n'y a pas de surprise en ce qui concerne la planche de bord. Pour proposer des tarifs aussi serrés, on fait du recyclage. Donc la planche de bord, c'est pratiquement celle de la Ceed 6 qu'on avait essayé il n'y a pas longtemps, avec les mêmes qualités, les mêmes défauts. Côté qualité, des matériaux, des assemblages de bonne facture. Côté défaut, un écran pour les compteurs avec des affichages un peu petits, en particulier pour la vitesse. Une des forces des véhicules chinois, c'est leur équipement archi complet, y compris pour les versions d'entrée de gamme. On dispose ici de conduite semi-autonome, de caméras et même d'une intelligence artificielle, on en parlait tout à l'heure, développée par BYD. Bon, pour être franc, j'ai pas vraiment réussi à avoir une conversation très fluide avec elle. Elle comprenait pas ce que je lui disais. Je comprends pas. D'habitude, les filles comprennent tout à fait ce que je veux leur raconter. Oui, mais vous aviez... Elle n'était pas sensible à mon charme, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Donc on en est où? Tiens, j'ai perdu le fil. Ah oui, il y a aussi des progrès à faire en matière d'ergonomie, puisqu'il faut par exemple passer par l'écran central pour régler la clim, et surtout passer par des menus et des sous-menus pour désactiver les ADAS indésirables. Il y a quand même quelques touches physiques sur la console centrale, un bouton de démarrage, un contacteur pour passer du fonctionnement 100% électrique au mode hybride, un sélecteur de confort, de mode qui va de confort à éco en passant par sport, et puis un raccourci pour la clim et un bouton de commande de volume de l'installation audio qui est pas extraordinaire. On l'a dit, la qualité perçue, elle est bonne, et c'est d'autant plus remarquable compte tenu du prix de ce gros SUV. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est ce qu'on trouve sous le capot.
BYD qualifie son système de super hybride. Et c'est presque pas exagéré, figurez-vous. Il combine un moteur 4 cylindres essence 1,5 litre à cycle Atkinson avec un rendement record de 43%. Il est accouplé à un groupe électrique composé d'un générateur et d'un moteur de traction qui développe le moteur de traction 197 chevaux et 300 Nm de couple. Et tout ce petit monde peut fonctionner selon 3 modes différents. 100% électrique, hybride série. Là, c'est le moteur thermique qui entraîne le générateur qui fournit l'électricité au moteur électrique de traction, ou hybride parallèle. Les moteurs thermiques et électriques fonctionnent de concert pour entraîner les roues. C'est sur ce dernier mode qu'on dispose de la puissance maxi. 212 chevaux. Dernier point, le Sea Lion 5 DMI est disponible avec 2 capacités de batterie, 13 et 18,3 kWh. C'est cette dernière version qu'on essaye. Le plus surprenant, c'est sans doute que cette complexité passe totalement inaperçue lorsqu'on est au volant. La mécanique fait preuve d'une belle douceur. En mode 100% électrique, évidemment, c'est du 100% électrique, hein, donc ça marche plutôt pas mal. Je vous ai dit tout à l'heure, en plus, on a un moteur électrique qui est costaud avec 300 Nm de couple. On peut faire... comme le dit BYD, jusqu'à, alors eux ils disent 88 km, mais je pense qu'on peut faire jusqu'à 80 km en 100% électrique, c'est plutôt bien. Et puis ensuite, quand on est sur route, alors c'est assez rigolo parce que c'est impossible de savoir sur quel mode on est, mais le constructeur nous dit voilà, 54% du temps on est en mode électrique, 28% du temps en mode hybride série et 18% en mode hybride parallèle. Bon. Écoutez, tant mieux. Okay. J'ai essayé, hein, mais il faut regarder en permanence l'écran central, ce qui n'est pas très sécuritaire si on veut savoir sur quel mode on fonctionne. Le système DMI est un peu moins à l'aise dans les relances. Hein. Il faut une bonne seconde pour que toute la cavalerie soit disponible quand on écrase la pédale d'accélérateur. C'est moins sensible quand on passe sur le mode sport, mais on n'a pas réellement envie de rouler sportivement avec cet engin de 1750 kg. Non pas qu'il n'en soit pas capable, hein, car les trains roulants sont parfaitement à la hauteur des productions européennes, même un peu trop, car personnellement je trouve que l'amortissement manque un peu de moelleux pour un SUV. Mais le vrai talon d'Achille de ce SUV chinois, c'est son allure de charge limitée à 3,3 kW. Vous avez vu, j'ai dit tout à l'heure 18,3 kWh, une grosse batterie, et ça charge à 3,3 kW. Donc pour recharger la batterie, faire 15-80%, il faut 6 heures. Bon, on se consolera avec... Ouais, et on se consolera avec la consommation qui, franchement, pour un gros engin comme ça, est remarquable. Quand on est sur route, on est à 4,5 litres. Quand on fait de l'autoroute et de la route, on est à 5,5 litres. Et franchement, je pense que c'est un des meilleurs systèmes du marché en matière de consommation. Bon, on se console aussi avec le tarif particulièrement doux compte tenu des prestations. Cette finition, c'est la finition haute qu'on avait design. Elle est vendue 33 990 € et même 31 990 € au lancement. C'est absolument sans concurrence, d'autant que BYD propose en plus une garantie de 8 ans ou 250 000 km sur la batterie. Ils sont vraiment sûrs de leur technologie. Vous étiez où là pour tourner? C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est moi qui suis malade maintenant. On était du côté de Guérande. Oui, j'allais dire Bretagne. J'ai reconnu un petit peu la mer des montées et surtout la côte. Une vidéo d'ailleurs complète que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de Sud Radio. Et merci, vous l'avez aussi vu en extrait sur la page sur la page YouTube pour la complète et Facebook pour l'extrait. Oui. Hein? Oui, moi en même temps c'est un peu tous les jours, hein. Vous savez, des fois je suis un peu blonde du côté des racines. Allez, à suivre, on va parler du froid puisque vous l'avez évidemment vu. Cette semaine, il y a eu beaucoup de froid du côté de l'ouest, de la neige, etc. Ce week-end, c'est tout l'est de la France qui est touché. On reçoit l'homme qui a signé un très grand article sur le Figaro, Sylvain Resser, sur le froid, comment il influe sur les voitures électriques. Et vous avez des questions à poser, on vous attend tout de suite au 0826 300 300 ou vous réagissez tout de suite sur la page Facebook de Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. L'homme qui est avec nous en studio a signé un très bel article sur le Figaro qui s'intitule « Le froid, l'ennemi des voitures électriques ». Bonjour Sylvain Resser. D'ailleurs. Ouais, c'est tout dernier, il y a 4 jours. Il y a 4 jours, on peut le retrouver. Bonjour Jean-Luc. Bonne année. Bonne année. Bonjour tous Sylvain. Tous mes vœux aux auditeurs. Ouais, c'est gentil ça. Et vous reconnaissez Jean-Luc ou pas? Et fermez les yeux, Jean-Luc parlait. Difficilement. Ouais, il n'est pas bien. Non, il n'est pas bien. Si on a un médecin dans la salle, on veut bien qu'il arrive, hein, parce que. Mais cet homme ne veut pas lâcher le micro.
Ah non, mais je mourrais au micro. Avec moi alors. Je mourrais au micro pour les auditeurs, pour les auditeurs de Sud Radio. Non mais on est pareil, on est de la même école, la même génération, ça bosse. Bon alors, c'est quoi cette histoire de froid et de batterie électrique, l'ami Jean-Luc? On s'est enfoncé une porte ouverte que de dire qu'une voiture électrique, quand il fait froid, elle a une autonomie qui baisse. Voilà, bon, Sylvain a fait un article, il s'est fait un petit peu... Bon, on s'est fait allumer sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, les prosélytes et les ayatollahs de la voiture électrique sont dans un déni mais complet, quoi. Ils veulent même pas entendre que dans certaines conditions, l'autonomie des voitures électriques baisse. Alors, c'est tout. Quand il y a des températures négatives comme on a eu cette semaine en France, moi je suis désolé de le dire à tout le monde, les batteries perdent de la capacité. Sylvain, expliquez-nous comment vous avez mené votre enquête. Voilà, vous êtes un vrai journaliste, expliquez-nous ce que vous avez fait. En fait, déjà, moi je roule en voiture électrique quasiment tous les jours, donc ma voiture électrique, j'ai bien vu que normalement, quand je démarre, elle a un peu plus de 200 km d'autonomie. Et là, en démarrant lundi, elle avait plus que 130 km d'autonomie, alors que la batterie était pleine. Elle aurait dû avoir 200 km d'autonomie. Donc, c'est qu'il se passait quelque chose. Est-ce que la voiture est équipée d'une pompe à chaleur? Parce qu'il y a ça aussi qui peut influer. Non, justement. Alors, c'est là où très honnêtement, les performances des voitures électriques varient suivant qu'on est ou pas équipé d'une pompe à chaleur, qu'on a le préconditionnement, y a tout un tas de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Là, quand vous avez allumé votre voiture, vous ne l'avez pas fait préchauffer avant, comme on peut le faire sur certaines voitures pour qu'il fasse chaud. Une voiture électrique, on la préchauffe pas. On peut toujours mettre la batterie, la monter en température pour avoir le rendement. Préchauffer l'intérieur, la température intérieure. Non. Alors, parce que moi j'aime bien les Chinois. Et après cette semaine, j'ai reroulé avec un autre véhicule électrique et on a de nouveau constaté une perte d'autonomie. Bon, vous connaissez Auto Home? Non. C'est dommage parce que c'est le plus grand distributeur automobile chinois. Okay. Donc à lui tout seul, il doit vendre autant de voitures que tous les concessionnaires français. Voire européens. Voilà. Donc Auto Home, ils ont dit, bon, ok, tout le monde nous dit qu'on perd de l'autonomie, on va faire un vrai test. Donc ils sont allés en Mongolie, où il fait un peu frais, des températures de moins 10 à moins 25 degrés. Vous étiez avec eux, vu l'état dans lequel vous êtes. Voilà, c'est ça. Ils ont testé 67 véhicules. C'est le record du monde, c'est même dans le Guinness Book des records. Ils ont testé 67 véhicules pour mesurer l'autonomie, la recharge, la consommation, etc., etc., des vrais chiffres. Toutes les voitures étaient ensemble, donc exactement dans les mêmes conditions. La meilleure de toutes les voitures électriques, qui est une Xpeng P7 qu'on n'a pas chez nous. Mais qu'on va bientôt avoir. Voilà, mais qu'on va bientôt avoir. Elle a conservé 54% de son autonomie par grand froid. C'est la meilleure. Donc, elle fait moitié moins de kilomètres. C'est la meilleure. Voilà. Et encore là, on est dans une configuration un peu extrême, parce que les températures en Mongolie sont beaucoup plus basses que ce qu'on peut rencontrer nous, en Europe. Moins 10, ça peut se rencontrer chez nous. Et vous savez quoi, en bas du classement, alors ça va pas faire plaisir à certains qui nous écoutent, Elon, si tu nous écoutes, bouge-toi les oreilles, mais un Tesla Model Y, il a plus que 35,2% de sa capacité de batterie par grand froid, quoi. Donc on mesure bien que effectivement, on a une perte d'autonomie qui est très conséquente quand il fait très froid. Ce qui va dans votre sens, Sylvain, ça veut dire qu'au début de cette intervention, vous disiez, on s'est fait houspiller, je me suis fait attaquer sur les réseaux sociaux. Or, les Chinois eux-mêmes qui ont fait ce test vont dans votre sens. De toute façon, on sait que c'est de la physique. Donc la chimie des cellules de batterie n'aime pas le froid. Elles ont des températures de fonctionnement entre 20 et 25 degrés. Il faut chauffer la batterie, donc déjà... S'il fait moins 10, moins 15, moins 20, même en dessous de zéro, de toute façon, c'est de la physique, c'est de la chimie. Donc... Ils ont relevé aussi, nos camarades chinois, ils ont relevé les consommations aussi. Donc on a pour les meilleures voitures, qui sont des petites voitures, des consommations par grand froid qui sont aux alentours de 23,5 kWh au 100 km, c'est pas trop mauvais. Mais par contre, sur les véhicules dont on parlait tout à l'heure, on dépasse allègrement les 41 kWh et même 51 kWh pour le Mercedes-Benz classe G hybride rechargeable, parce qu'ils ont testé aussi des hybrides rechargeables. Et donc on voit bien que c'est pas
pas fait pour le grand froid. Ils ont testé aussi, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a l'autonomie qui baisse, mais vous avez la vitesse de charge aussi vous avez qui des temps s'écroule de aussi. charge qui s'allongent. Ah Comme le dit Jean-Luc, quand vous rechargez votre voiture électrique ou hybride rechargeable, vous allez mettre plus de temps à recharger la batterie. Alors, ne nous trompons pas, vous n'êtes pas tous les deux en train de tuer la voiture électrique, vous êtes en train de donner les faits, juste, voilà, on dit vous juste, apportez les faits c'est réalistes. juste un constat, Voilà, un de constat. ce qui se passe quand les températures... Mais du coup, ça peut avoir un impact sur ma vie d'automobiliste si je pars faire un long trajet. Voilà, c'est ça. Vous avez pris l'exemple d'Amandine dans votre très bon article. C'est que si vous avez 200 ou 300 km à faire, il faudra... faire un arrêt supplémentaire et comme on disait que le temps de charge était allongé puisque les vitesses de charge sont plus basses, faudra rester plus longtemps à la borne, c'est tout, et ne pas être borné. Sur toujours le Tesla Y, 78% de temps de charge en plus par moins 10 degrés. Et moi ce que je dis, c'est que les constructeurs devraient communiquer différemment dans leurs fiches techniques sur les consommations de leur voiture électrique, et même peut-être faudrait-il changer le protocole d'homologation pour avoir une donnée un peu plus crédible, avec en mixant des températures un peu plus basses, qu'on ait finalement... En fait, ce que vous demandez, c'est la réalité des faits de la part des constructeurs. Exactement, parce que même quand les constructeurs vous donnent aujourd'hui une autonomie qui est calculée suivant le protocole WLTP, finalement, dans ce protocole, il y a très peu d'autoroutes. Et quand vous faites de l'autoroute... c'est 120 en plus. Donc. Les gens qui nous écoutent, ils savent très bien que sur l'autoroute, la voiture électrique, elle perd énormément de capacité. Sylvain, nous reste une petite minute avant le retour de l'info. Vous dites dans votre article sur Le Figaro, en dehors des températures optimales de fonctionnement entre 20 et 35 degrés, les batteries lithium-ion perdent leur efficacité. Ça veut dire que les températures optimales, c'est entre 20 et 35. C'est-à-dire que de toute façon, à partir de 17-18 degrés, je commence à perdre... Non, mais c'est la température de fonctionnement de la batterie, mais pour que la batterie atteigne cette température de fonctionnement, il faut la faire chauffer. Il faut que dehors il fasse une température plutôt assez clémente. Si vous avez 0 ou moins 10 à l'extérieur, elle va mettre plus de temps à chauffer, donc elle va utiliser plus d'énergie. Je peux être méchant pour finir. Oui. J'adore. C'est pour ça que Bolloré, avec ses Blue Cars, c'était n'importe quoi, parce qu'ils avaient une batterie de 400 kilos qu'il fallait chauffer à 80 degrés en permanence. Donc vous imaginez, c'était la conso de 1 ou 2 fers à repasser en permanence. Donc la voiture consommait plus même quand elle roulait pas que quand elle roulait. La Blue Car, c'était celle qui était en location. Qui était Autolib. Autolib, là. Ouais. Bon, en tout cas, Sylvain, vous restez avec nous. On a bien compris. Je vous renvoie tous. C'était une techno de batterie. Je vous renvoie tous au très très bon article de notre ami Sylvain Resser, qui est l'un des spécialistes automobiles de France également, sur Le Figaro. L'article s'appelle Le froid, l'ennemi des voitures électriques. Une fois de plus, c'est pas pour casser la voiture électrique, mais c'est pour vraiment annoncer les faits de réalité et demander aux constructeurs qu'ils arrêtent de nous raconter des carabistoules. Allez, dans quelques instants, le retour de l'info. Sylvain reste avec nous car on parlera de la voiture de l'année avec lui également, juste entre 11h et midi. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Présenté par Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie. Sud Radio. S'il va finir l'émission, pour ceux qui nous rejoignent, notre ami Jean-Luc a une sacrée gripouille. Comment ça va? Ça tient pour l'instant, l'ami Jean-Luc? Jusque-là, ça va, comme dit le mec qui tombe du 50e étage à chaque étage. Jusque-là, ça va. Je vais l'appeler la dame aux camélias. Merci d'être avec nous à l'écoute de Sud Radio. On a changé de standardiste pour cette deuxième heure. Nous sommes en compagnie de Jérémy, qui fait donc ses premiers pas aujourd'hui pour l'antenne de Sud Radio. Bienvenue dans cette grande équipe. Et les gens ne le savent pas, mais on va le dire et sans flagornerie, parce qu'on parle vrai. C'est une vraie belle équipe Sud Radio. On n'est pas nombreux, mais on s'apprécie tous, on s'entraide. Et ça, c'est peut-être ce que je vous souhaite pour vous tous, pour cette année 2026. Allez, au programme de cette deuxième heure, l'ami Jean-Luc, on va parler pneus, vu ce qui s'est passé et vu ce qui se passe dans l'Est là, ce week-end. Il y a plusieurs personnes, j'ai entendu cette semaine sur diverses chaînes de télé, des responsables politiques, des policiers, des pompiers qui disaient il faudrait peut-être penser à généraliser la loi montagne qui... À tout le pays.
à tout le pays qui impose des équipements spéciaux pour éviter qu'on se retrouve dans la pagaille dans laquelle on était en début de semaine. Bon, c'est peut-être un peu extrême, donc on va en discuter parler. pour voir si on peut trouver, on va dire, un compromis. Et non pas, et ça en un seul mot, compromis. Oui, on va parler du tableau de bord digital. Ah ouais, en 1976, une voiture tiens, on va voir ça avec Sylvain Resser qui est resté avec nous. On va voir si Sylvain trouve une marque prestigieuse britannique avec une voiture qui ressemblait à rien. Ah, l'Aston Martin Lagonda, non? Exactement. Et bam, quand je vous dis que c'est des professionnels, les copains, oh là là, ça tac, oh la vache. En 1976, première voiture au monde avec un tableau de bord digital. Bon, ça n'a pas été une bonne expérience pour Aston Martin puisque toutes les voitures sont tombées en panne. Donc, on en parlera en détail dans l'émission. D'ailleurs, ceux qui ont racheté des Aston Martin Lagonda ont remplacé le tableau de bord digital par des compteurs standard. Allez, je vous laisse en parler au moment de la chronique pour le Classic Car. Et puis on finira cette émission également avec l'ami Sylvain Resser qui reste avec nous, notre journaliste spécialisé en voiture et rédacteur en chef adjoint au service auto. Ouais, il n'est pas content en plus, Sylvain. Parce que par rapport à la voiture de l'année. On dit rien. On dit rien. Tiens, j'ai une question à vous poser, vous qui nous suivez sur la page Facebook de Sud Radio. Pas content. Est-ce que vous savez pourquoi l'ami Sylvain n'est pas content suite à cette élection de la voiture de l'année 2026? Voilà, vous nous dites un petit mot sur la page Facebook de Sud Radio. Et vous gagnez une Aston Martin. Avec les bons compteurs. Non, moi, je n'y suis pour rien, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi qui y ai. Allez, on démarre tout de suite avec les pneus et on va en profiter pour souhaiter une bonne année à un de nos fidèles partenaires. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Et on accueille tout de suite Dominique Stemfel. Bonjour Dominique S, comment ça va? Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence, ça va très bien. Tous nos vœux de bonne et belle année, an happy good year, just for you. Oui, merci. Bon, elle était facile. Oui, non, mais elle l'a fait à chaque fois. Je la fais à chaque fois, mais parce qu'elle est trop bonne. Non, mais le happy good year, voilà. Ouais. Bon. J'ai une blague, mais qui n'est pas racontable à la radio. D'accord, et on va l'oublier. Non, Laurence, je pense. Dominique, président du syndicat du pneu. Bon, cette semaine, on a battu un record. Plus de 1000 km de bouchons, ça a été encore une fois la pagaille sur lundi soir. En Ile-de-France. À 17h, plus de 1000 km de bouchons sur les routes franciliennes, c'était une catastrophe. Donc tout le monde s'est posé la question, faut-il imposer des équipements spéciaux pour les voitures? Faut-il généraliser la loi montagne à toutes les régions? On va rappeler vite fait, Dominique, la loi montagne, c'est quoi? Il ne faut pas forcément des montagnes pour appliquer la loi montagne. Alors non, mais à l'origine, c'est quand même une loi qui était destinée aux zones de montagne, puisqu'elle a été désirée, élaborée par les élus de montagne, qui en avaient assez d'avoir des blocages de leur route pendant les transhumances vers les stations. Blocage qui était créé par des véhicules non équipés, et en fait ça les obligeait à ouvrir les gymnases, à porter secours aux naufragés de la route aux frais de leurs contribuables. Donc en fait la loi montagne à l'origine elle était destinée aux zones de haute montagne, et puis elle s'est étendue à un certain nombre de zones de plaine, sachant que certains préfets, et peut-être qu'ils ont fait des erreurs d'ailleurs, que certains préfets n'ont pas souhaité l'appliquer, et on est passé en fait après consultation des préfets de 48 départements à 34 départements. Alors juste une chose, parce que là on parle de l'Île-de-France, les 1000 km, mais on n'oublie pas que lundi et mardi, il y a toute la grande partie ouest, il y a eu le plus grand nombre de centimètres de neige qui sont tombés sur la partie Aquitaine, en Charente-Maritime, et que tout le monde, même si l'Île-de-France est compliqué parce qu'il y a 12 millions d'habitants, mais que tout le monde a été impacté, et je veux vraiment dire que Paris n'est pas la France, parce que là ce week-end, amis de l'Est, si vous pouvez ne pas prendre vos voitures, ne les prenez pas. Voilà. Alors moi je me fais quand même moins de soucis pour les automobilistes de l'Est oui. Que pour ceux du reste de la France, tout simplement parce que pour la plupart ils sont équipés puisque c'est des conditions météorologiques auxquelles ils ont habitude, et puis d'autre part pour la plupart d'entre eux ils sont aguerris à la conduite sur neige. Ouais, ils sont moins bêtes que nous. Voilà. Les équipements, Dominique, c'est quoi?
Alors, les équipements, alors moi j'ai été très très grand routier à une certaine période et c'est peut-être accessoire, mais c'est de mettre un sac de couchage dans la voiture, des bouteilles d'eau, quelques barres de céréales pour pouvoir survivre en cas de blocage. Mais c'est pas ça qui vous aide à avancer dans la neige avec votre voiture quand même. Vous mettez pas le sac de couchage sous les roues. Non, mais c'est chaussettes. Mais c'est une sage précaution tout de même. En ce qui concerne les équipements pneumatiques, donc ce que dit la loi montagne, c'est soit 4 pneus marqués 3 PMSF, donc des pneus qui sont homologués et testés pour des conditions d'usage hivernal. Donc soit 4 pneus, et je dis bien 4 et pas 2, 4 pneus posés sur le véhicule, soit embarquer un jeu de chaînes ou de chaussettes. Bon, sachant effectivement que quand on a un jeu de chaînes et de chaussettes dans le coffre, quand ça peut dépanner, il faut quand même le monter, savoir le monter. Et bien souvent, ça se fait dans des conditions compliquées, quoi. Le mieux, c'est les 4 saisons. Enfin, je vais vous raconter mon histoire personnelle, parce que jamais je parle de moi à l'antenne, vous le savez, Jean-Luc. Évidemment. Mais j'ai changé mes pneus en juillet, là. J'ai pris des 4 saisons pour la première fois. Je peux vous dire que cette semaine, j'en ai vraiment constaté les bienfaits, c'est incroyable. Et il y avait beaucoup de neige. Bon, comme je suis malade, moi, on me pardonne des trucs, donc je peux balancer, on est d'accord. On est dans la semaine de la délation, donc Laurence a parlé des pneus neige. Les TF1 en parlent à chaque fois qu'ils font un sujet d'ailleurs sur les pneus hiver ou les pneus 4 saisons. Ils disent des pneus neige. Bon, il n'y a pas de pneus neige en France, on est d'accord, Dominique. Non. Alors il y a des pneus neige tout de même, mais qui sont utilisés en très haute montagne, dans des conditions d'utilisation extrême, d'utilisation très sévère, parce que c'est des pneus qui sont faits pour rouler dans la neige. Un pneu hiver, il a une palette d'utilisation qui est beaucoup plus large. Alors il doit être efficace dans la neige, il doit être bon sur le verglas, mais également il doit être confortable et silencieux sur route sèche, puisqu'en fait c'est la majorité d'utilisation qu'on peut en faire tout de même. Comment ils font les autres pays européens? Parce que là on nous dit ça serait bien de généraliser à la France. Alors d'abord, est-ce que ce serait efficace? Et surtout, comment ils font les autres? Parce que ça a l'air de plutôt pas mal marcher à l'étranger. Alors d'abord, Monsieur le ministre Tabarot a fait effectivement cette suggestion. Moi, je dois vous dire que j'étais un peu surpris parce que ses prédécesseurs n'en ont jamais parlé. Il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, 1 pneu sur 2 vendus sont des pneus qui sont conformes à la loi montagne. Donc en fait, il y a un certain nombre d'automobilistes qui n'ont pas attendu l'avis du ministre pour s'équiper. Donc il y a des gens qui sont prévoyants, qui font très attention à leur sécurité et à la sécurité des autres usagers sur la route. Maintenant, on n'a pas beaucoup quand même d'informations qui émanent des pouvoirs publics. Nous, on aimerait bien avoir un peu plus de pédagogie, un peu plus d'incitation. Et puis, le ministre a dit qu'il y avait un frein qui était le prix des pneus. Là-dessus, j'arrête pas de le répéter. On a fait des études. On compare chaque semestre le prix de vente des pneumatiques. Et aujourd'hui, un pneumatique toute saison homologué pour l'usage hivernal n'est pas plus cher et même plutôt un petit peu moins cher que le pneu été correspondant. Je confirme. Donc c'est pas une objection valable. Est-ce qu'une solution comme celle adoptée par les Allemands, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire d'avoir un équipement hivernal, mais en revanche, si on n'en a pas, on n'a pas le droit de circuler dans des conditions hivernales, ça serait pas une bonne solution? Alors si, maintenant il faut que la population soit disciplinée, mais effectivement... les Français ils sont disciplinés, Dominique. Pardon. Donc effectivement, les Français sont disciplinés, les Allemands aussi. Donc oui, il n'y a pas d'obligation d'équipement hivernal sur l'ensemble de l'Allemagne. Maintenant, il y a une interdiction d'utiliser un véhicule non équipé quand les conditions météorologiques sont hivernales, c'est-à-dire neige ou verglas. Et élément supplémentaire incitatif, il y a effectivement des amendes qui sont très fortes. Et puis d'autre part, l'assurance ne couvre pas les dégâts en cas d'accident. Et ça, c'est quand même rédhibitoire. Mais vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait exister en France?
Alors en France, il y a quelques assureurs qui ont dit nous on couvrira pas des véhicules accidentés s'ils sont pas équipés conformément à la loi montagne. Sauf que cet élément ne figurait pas dans les contrats. Donc il y a un certain nombre de nouveaux contrats d'assurance qui portent cette clause. Donc il faut vraiment vérifier son contrat quand on le signe. Mais je trouve qu'il y a une certaine logique quand même, c'est d'éviter de payer des dégâts pour des utilisateurs qui n'ont pas fait l'effort de s'équiper correctement. Après on peut pas non plus être trop moraliste parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens à chaque fois. Alors c'est vrai qu'on est dans... À partir du moment où il y a de la neige, on ne circule pas, c'est tout. Oui, bien sûr. Alors on va finir cette chronique parce que Sylvain Resser nous racontait quelque chose que le grand monsieur Beltoise lui expliquait un jour. Non, mais moi je suis assez d'accord, c'est un peu exagéré d'interdire. En plus, l'épisode qu'on a connu cette semaine, c'est quand même un peu exceptionnel. Donc, mais l'exception peut coûter cher en termes d'accident. Moi je me souviens de Jean-Pierre Beltoise, grand pilote automobile, il disait c'est simple, alors pas quand il y a de la neige, mais quand il y a du verglas, on roule pas. Défense absolue de rouler. Voilà. Et c'est un grand professionnel de la conduite qui le dit. Donc, exactement. Voilà. Bon, super. Dominique Stemfeld, comme vous êtes... Pour conclure, l'ami Jean-Luc. Oui, non, mais on le garde avec nous. Ah, super. On le garde avec nous. Ah, mais j'adore. Ah ben voilà, on le garde avec nous. Comme on le paye pas, on le garde avec nous. Vous voyez, c'est ça l'avantage. J'adore ce garçon. Bon, Dominique S, restez avec nous. On garde aussi S. Resser, Sylvain Resser, notre journaliste, rédacteur adjoint, rédacteur en chef automobile du Figaro. Et puis on vous garde aussi, l'ami Jean-Luc, parce que vous tenez le coup. C'est ça. Je trouve que vous prenez un peu des couleurs. Cette émission vous fait du bien. Puis nous aussi, je pense, un petit peu. Ça doit jouer aussi. Allez, dans quelques instants, on va répondre à la question de Romuald. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus. Parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et si vous nous rejoignez à l'instant, merci d'écouter Sud Radio et merci d'écouter On parle auto. Je vous invite bien sûr à réagir en direct et en visio sur la page Facebook de Sud Radio. Alors, pour retrouver notre émission, il faut descendre de la page. C'est pas de notre faute, c'est l'algorithme Facebook qui fait un peu ce qu'il veut. Donc, descendez la page et vous allez trouver nos deux têtes, dont celle un peu blanche et malade de notre ami Jean-Luc, mais qui est là, qui est costaud parce qu'il aime la voiture, parce qu'il aime l'auto, tiens, ça rime. On accueille tout de suite Romuald au 0826 300 300, là où Jérémy prend ses manettes ce matin au standard. Bonjour Romuald. Bonjour Romuald. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Et ça tombe bien, Romuald va nous parler de pneus, donc on a Exactement, on a gardé Dominique. Dominique S. Bonjour Dominique également. Bonjour Romuald. Bien. Président du syndicat du pneu. On vous écoute Romuald. Oui, effectivement. Merci de prendre mon appel, ma demande. En fait, je suis possesseur d'un Mini Countryman que j'ai acheté il y a 6 ans maintenant, et sur lequel qui a été livré dès l'origine avec deux jeux de roues, en fait, des roues été en 19 pouces et des roues hiver en 17 pouces. Et ces derniers arrivent donc à bout de souffle avec 45 000 km et une épaisseur de gomme qui est aux alentours de 2,5 mm. Donc, à mon avis, je pense qu'il va falloir que je les change très prochainement avant de repartir sur les routes hivernales. Et lorsque je consulte les informations délivrées par Mini, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, en fait, ils me proposent 2 types de pneus, des Bridgestone Blizzak avec des pneus roll flat en fait, ou des Pirelli Winter Photo Zero 3 roll flat. Et quand je vais regarder sur ces sites de fabricants de pneus, je constate que ces pneus ont quand même quelques années et qu'ils n'ont pas les dernières technologies au niveau des gommes, etc., qui sont sorties depuis. Et je voulais savoir, est-ce que je dois mon choix doit se faire dans ce qui est conseillé par Mini, ou est-ce que je peux m'orienter sur des nouveaux pneus tout en respectant la taille, la largeur, etc., et surtout le run flat? Et la deuxième question que j'avais à poser était la même, était au niveau de l'usure du pneu. À quel moment on considère qu'un pneu hiver est considéré moins bon, en fait, moins rassurant? Je pensais à 4 mm, j'avais une référence à 4 mm, mais je pense que j'ai aucun professionnel qui m'a su me répondre de façon assurée. Ah bah nous, on a le Père Noël avec nous, il va vous dire ça. On a le pro. Bon, Dominique, on commence par la fin. On est d'accord, 2 mm 5 pour un pneu hiver, c'est pas assez. Il faut... Non, 2 mm 5 c'est pas assez. Donc les manufacturiers s'accordent pour fixer effectivement une hauteur de creux minimale
Pour avoir une efficacité optimale, c'est 4 mm. Donc Romuald a raison, il avait la bonne information. Et même certains pays ont légiféré sur ce point, l'Autriche en particulier. Fixe la hauteur obligatoire de 4 mm pour qu'un pneumatique soit considéré comme un pneumatique hiver. Donc c'est bien 4 mm. Bon, ça, ok. On rappelle le run flat, c'est fait pour rouler même après crevaison. Voilà, j'aime pas le run flat. Voilà. Ouais, t'aimes pas. Ouais, j'aime pas le run non, mais c'est parce qu'il y a des gens qui arrivent et qui savent pas ce que c'est run flat. Moi, je pense toujours au nouveau. Roulage à plat. Oui, on peut rouler pour même ceux après qui une crevaison. pas English. Voilà. On est d'accord, Dominique, c'est 80 km à 80 km/h à peu près avec un run flat. C'est ça, c'est 80 km à 80 km/h. Alors on n'aime pas, mais c'est vrai que ça apporte un grand confort en cas de crevaison, puisque ça permet de rejoindre ou son domicile ou un point de dépannage. D'un autre côté, effectivement, on a déjà longuement discuté avec Jean-Luc, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'inconvénients. C'est un produit qui est lourd, plus inconfortable. Maintenant, ça se discute, qui est plus cher, mais bon, c'est un produit qui tend quand même à être abandonné par les constructeurs, et ça explique peut-être une partie de la question de Romuald. Alors Romuald, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il se limite à ces 2 pneus qui sont des vieux bousins. Aujourd'hui, on a dit que voilà, on balance. Ou alors, est-ce qu'il peut mettre sur sa voiture qui a été configurée dès le départ avec des run flat, des pneus qui ne sont pas run flat? Non, alors ça c'est clair, et Romuald l'a dit, il tient à monter des run flat, donc il peut pas monter autre chose que des run flat puisque la voiture a été configurée pour. Les pneumatiques qui sont préconisés par BMW Mini sont des pneumatiques homologués. Donc il y a une parfaite adéquation entre ces pneus et le véhicule. Je trouve d'ailleurs, et je vous l'ai dit Jean-Luc, on a de bons auditeurs tout de même parce qu'ils posent des bonnes questions. Romuald, est-ce qu'on peut trouver mieux? Est-ce qu'on a des évolutions technologiques? Et c'est pour ça que je vous disais, le run flat est quand même en fin de vie, et il n'y a pas de développement qui sont faits par des manufacturiers sur des nouveaux produits. Donc j'ai regardé ce qu'on pouvait trouver, et les alternatives possibles sur d'autres marques sont également des produits qui sont relativement anciens. Donc je pense qu'il ne trouvera pas mieux que ce qui lui est proposé par le constructeur. Et là, sachant en l'occurrence que le pneu homologué par le constructeur, c'est quand même le pneu le plus adéquat pour le véhicule. Juste une chose, sa voiture n'a que 6 ans. Oui. Et on est en train d'écouter et de dire sur Sud Radio. Ça y est, il faut changer de voiture, changer de femme, changer de boulot, changer de pays. N'importe quoi, je vais changer d'animateur. Non, mais moi je vais changer d'animateur là. Non, mais vous voyez ce que je veux dire Oui, mais Laurence, j'ai pas dit qu'on trouvait pas de pneus. Non, bien sûr. Trouvait pas de nouvelles technologies. Mais je suis d'accord. Non, ce que j'ai entendu, c'est que les Oui, mais quand on écoute Monsieur Jean-Luc, on a quelques explications sur le fait que les constructeurs abandonnent leur run flat. Alors après, ils ont d'autres solutions, mais effectivement, il y a quelques inconvénients, et en particulier, comme je disais tout à l'heure, le poids et le confort. Et le prix. Et la non-réparabilité pour la plupart des pneumatiques en plus. Et il en dit quoi, notre ami Romuald? Moi, en fait, j'ai pas trop à dire quoi que ce soit. Je cherchais à remplacer mes pneus parce que je roule quand même énormément avec ma voiture, et pour la sécurité de moi, de mes voyageurs et de tous les automobilistes que je croise, j'essaie d'assurer au maximum. Donc, je sais que le run flat est une solution qui est en déperdition suite aux différentes écoutes que j'ai auprès de votre émission. Mais ma voiture a été conçue comme ça, j'ai bien l'intention de rester en run flat. Alors j'espère que ça va durer plus longtemps, et puis finalement je prendrai ce que me propose Mini, en fait. Voilà, en fait. Super. Voilà. Non, mais rassurez-vous Romuald, vous pouvez garder votre voiture encore longtemps, vous trouverez des pneus, il n'y a pas de souci là-dessus, mais vous aurez effectivement un choix limité. Voilà. Ou sinon pour la Countryman Cooper S, là, vous nous appelez, puis on vous en débarrasse pour 10 000 €. Pas du tout. Non, je suis désolé, j'en ai 2 au magasin, j'en ai 2 à mon nom, et je fais de l'hybride avec 2 voitures, moi. Mais vous avez bien raison, en tout cas. Vous laissez pas faire par l'ami Jean-Luc. Merci beaucoup, Dominique S., notre ami président du syndicat du pneu. Je voulais juste dire à Jean-Luc que quand je disais qu'il fallait plus de grippe, il n'a pas bien compris. C'est au niveau des pneus le plus de grippe, évidemment. On vous embrasse fort. Merci Romuald d'avoir posé cette question. Si.
Et bonne puis journée, bon week-end. bonne journée à vous. Allez, dans quelques instants, on va parler du fameux anniversaire du tableau de bord digital qui a 50 ans. Si vous n'étiez pas là au début de cette deuxième heure, restez parce qu'on va rêver un peu. C'est dans notre classique car et il s'agit d'une très belle marque de voiture, moi qui me fait toujours rêver. Ah, on va pas parler que de celle-là, on va Non, parler. bien sûr, Il y a mais même aussi eu la Renault 11 mais attends, on en parle après. électronique. Vous voyez comment il est malade? Il n'est pas si malade que ça, l'ami Jean-Luc. Le cerveau va toujours aussi bien. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Classic Cars. Dans quelques instants, nous parlerons de la voiture de l'année 2026. Mais tout de suite, on va s'arrêter sur un anniversaire, l'ami Jean-Luc. Exactement, c'était il y a 50 ans, vous n'étiez pas né, Non. Laurence, mais bon, nous, avec Sylvain, on l'a vu, cette voiture, à l'époque, on était petits. L'Aston Martin Lagonda inaugurait le premier tableau de bord à affichage digital. Pour On en accueille parler, on a avec Stéphane nous Schlesinger. Stéphane Schlesinger, qui est journaliste. À Caradisiac, entre autres. Voilà. Bonjour. Bonjour Stéphane. Bonne année. Bonjour Stéphane. Bonne année. Alors, bon, c'était pas tout à fait nouveau l'affichage digital en 1976 parce qu'il y avait déjà des calculatrices et des montres qui étaient avec des affichages digitaux. D'ailleurs, j'adorais cette montre-là. Alors attention, Jean-Luc. Voilà, pour ceux qui ont la page Facebook, la vidéo est actuellement en direct sur Facebook. Sud Radio. Bien sûr. Voilà. Et donc, cette Aston Martin avec un look quand même très futuriste pour l'époque. Bizarroïde, on va dire. Ils en ont pas vendu beaucoup. Non, ils en ont pas vendu beaucoup et c'était pas, ça a pas forcément été une très bonne idée, Stéphane. Très bonne idée. Le tableau de bord électronique dans cette voiture, oui et non. Oui, c'était une bonne idée parce que ça changeait. Non, parce que c'était pas fiable. C'est un peu le problème. D'ailleurs, tous ceux qui ont ces premières générations d'Aston Martin, Lagonda, en général, ont remplacé les compteurs. On voit il y a des photos sur Internet où les mecs ont remplacé les compteurs digitaux par des bêtes compteurs à aiguilles. Et finalement, ça a l'air de mieux marcher, quoi. Mais alors, c'était quand même une grosse nouveauté il y a 50 ans. Ah oui, c'était une révolution. Ouais, c'était une vraie grosse nouveauté. Il y a eu, alors c'était la première, mais après, ça s'est un peu démocratisé. On est d'accord, Stéphane? Oui, après il y a eu toute une série de voitures. C'était une mode en fait, parce que c'était les débuts de l'ère digitale. Ça annonçait les années 80, puis s'inspirait aussi de tout ce qui était films de science-fiction, qui eux aussi étaient très à la mode, donc il y avait tout un contexte. Cosmos 1999. Là, on voit sur la page Facebook de Sud Radio le tableau de bord de la Renault 11. C'est incroyable quand même. Ça datait quoi, des années 78, 79, ça, la Renault 11 83. 83, celle-ci, elle est incroyable. Je crois, la première voiture française à avoir un tableau électronique et on a beaucoup parlé de cette voiture à l'époque. C'est vrai que ça changeait. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, ça me faisait. J'aimais pas trop les R11, pour être honnête, mais l'affichage digital m'impressionnait beaucoup. C'était vraiment jeu vidéo, quoi. On en avait déjà à l'époque, c'est pas nouveau. C'est vrai que, alors, tout à l'heure, vous pensiez sans doute à la Guerre des Étoiles, parce que c'est vrai qu'à la fin des années 70, on a les premiers épisodes de la Guerre des Étoiles, et on se retrouve avec des affichages digitaux un petit peu partout, et c'est vrai que les voitures qui reprenaient cette idée-là, on avait le sentiment de se payer un vaisseau spatial. Oui, on avait un petit peu de Star Wars dans sa Renault 11, quoi. Il y avait aussi Opel, il y avait aussi la Fiat Tipo, là, vous avez l'ami Jean-Luc qui l'a mis. On peut remettre la vidéo, si tu veux bien, Jamel, parce que c'est très sympa de voir ces voitures. Vous, Sylvain, vous vous souvenez d'une voiture que vous avez conduite vous étiez tout jeune, mais avec les Non, premiers... mais moi je me souviens, c'est pas tellement l'affichage digital, mais dans la famille, il y avait une R25 et je me souviens de cette voix. La voix de synthèse. La voix de synthèse qui était insupportable. Oui, et qui était en panne tout le temps. Et qui était en panne tout le temps, exactement. C'était les débuts. Moi, j'ai fait 400 km avec le truc qui disait coffre mal fermé. Coffre mal fermé. Alors qu'il était fermé, quoi. Donc, les trucs. Le disque était rayé. Mais c'était les débuts de tout, non, monsieur Schlesinger, vous qui êtes journaliste à Caradisiac, c'était vraiment le début d'une époque, quoi. La synthèse vocale, oui, c'est à peu près la même époque. Le digital, c'était une mode qui s'est lancée, qui a débuté évidemment avec la Lagonda, mais qui a vraiment connu son heure de gloire dans les années 80. Il y a eu plein de voitures, effectivement, comme vous l'avez dit. Il y a eu la R11, il y a eu la BX 19 Digit. Ah oui.
se rappeler, la BX qui déjà avait un tableau de bord bien bizarre. Alors, ils avaient ajouté Déjà la voiture était bizarre aussi, en termes de forme. C'est 84 la BX. Ouais. On la regrette maintenant parce que les voitures ont tendance à un peu toutes se ressembler, mais la BX avait un caractère fort. Et oui, effectivement, il y a Opel aussi qui a livré des voitures à tableau de bord digital. Puis il y a eu Fiat, mais avant la typo, il y a eu la Uno qui en avait. Il y avait la Uno SX avait un tableau de bord digital. Oui, c'est vrai, je me souviens. Tu peux très bien, j'en possède encore une à l'heure actuelle. Et il marche le tableau de bord encore ? Il marche très très bien. C'est des composants japonais. Et c'est une voiture qui a 40 ans. Qui a 39 ans, soyons honnêtes, et ça marche très très bien en fait. Après, bon, je suis pas fan, honnêtement, de l'affichage digital. Moi, c'est pas mon truc. Mais bon, c'est tellement emblématique d'une époque, d'une nouvelle époque où on passait au digital. Il y avait vraiment une ère nouvelle qui s'offrait. C'était, moi, ça me plaisait beaucoup. Ouais. Alors, oui. On a eu, il y a eu la mode du digital. Après, on l'a abandonné. Et maintenant, il y a eu le retour, et maintenant il y a de nouveau le retour. C'est-à-dire que là, Volkswagen a présenté le tableau de bord de la nouvelle Polo, je crois. L'ID Polo. Ouais, l'ID Polo qui fait appel à des compteurs avec des aiguilles. C'est ça, ils font un tableau de bord. Ça, en fait, bon, pour être honnête, moi j'ai souvent parlé lors de mes essais à des constructeurs. Vu que maintenant on fabrique des écrans TFT, on peut faire ce qu'on veut en matière d'affichage, je leur ai dit mais pourquoi vous faites pas un affichage digital mais reprenant les graphismes des voitures des années 80. Et mais je constate avec plaisir que Volkswagen le fait sur sa nouvelle Polo. Mais c'est ce que fait Porsche aussi avec Porsche aussi, il y a un peu ça. avec la technologie moderne, mais en gardant la forme des compteurs à aiguilles de l'époque. Pourquoi ? Parce qu'il y a un retour, il y a une vraie appétence sur le côté vintage. Oui, puis c'est plus joli, c'est hyper beau, mais. Alors moi j'ai posé la question à Renault, puisque je trouve que les nouvelles Renault sont top. À un détail près, je déteste les tableaux de bord. Au moins les afficheurs, les compteurs. Voilà. Les compteurs, j'aime pas. Et j'aurais demandé, vous pouvez pas faire, c'est pas juste une ligne de programme. On dit, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça nécessite de revoir en profondeur et donc on peut pas le faire. Ouais. En fait, ils veulent pas le faire parce que ils détestent le rétro souvent. Même si les R5 a un côté, effectivement, elle fait référence à les R5 de 72, mais globalement, ils aiment pas trop ça. Ils aiment pas trop parler de rétro. J'ai fait la même réflexion moi chez BMW. Je leur dis mais pourquoi vous recréez pas ces compteurs à éclairage ambré comme il y avait dans les années 70, 80, même jusqu'au début des années 2000, qui étaient magnifiques. Et j'ai senti réticent parce que ça faisait ancien, ça faisait référence au passé. Et ça, ils ne voulaient pas entendre parler. Moi, je leur dis mais créez un mode vieux con pour les vieux cons comme moi. Oui, c'est ça. Ouais. Alfa Romeo le fait sur certains de ses modèles où on peut afficher des compteurs à l'ancienne. Et je trouve ça beaucoup plus lisible. Mais je pense que ça va revenir. De toute façon, avec les technologies modernes, on peut personnaliser. Donc, on peut très bien avoir plusieurs modes et un mode années 80, années 90 avec. Bon, ça va venir aussi. De toute façon, il y a quand même un vrai retour aux tendances un peu vintage. Avec la musique qui va avec. Ah ouais, ça serait cool. Bon, en tout cas, merci beaucoup, monsieur Stéphane Schlesinger. Schlesinger. Ouais. Et je rappelle d'ailleurs que on peut retrouver tous vos articles sur Caradisiac, entre autres caradisiac.com. Et vous êtes aussi spécialiste de cette rubrique. Elles arrivent en collection ou voiture plaisir à petit prix. Bonne année encore à vous et bonne année à toute l'équipe de caradisiac.com. Allez, à suivre. Eh bien, on va parler entre autres de la voiture de l'année 2026 avec notre ami Sylvain Resser. On n'a toujours pas dit ce que c'était la voiture de l'année. On attend, on a encore 3 minutes à attendre. Ça se trouve, on le dira même pas pendant l'émission. On verra peut-être. Comme il n'est pas content, Sylvain, on le dira pas. Ouais. Enfin, on le laissera lui dire si c'est sa rubrique. Allez, à tout de suite. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et nous voici arrivés dans le dernier quart d'heure d'On parle auto, toujours avec notre ami Sylvain Resser, qui est resté en notre compagnie, rédacteur en chef adjoint du service auto du groupe Figaro, grand essayeur, grand journaliste devant l'éternel. Vous savez combien j'apprécie votre travail, au-delà d'apprécier l'homme que vous êtes. Et l'ami Jean-Luc, on a eu envie d'avoir Sylvain pour parler de la voiture de l'année. Et pourquoi donc ? Parce que Sylvain, il fait partie du jury de la voiture de l'année. C'est quoi, 57 journalistes, c'est ça ? 59 cette année. 59. Alors c'est quoi la voiture de l'année ? C'est 59 journalistes européens ? Attention. Non. Suspense. Pardon, excusez-moi, je ne parle pas de la voiture. Oui, c'est un prix européen voilà. qui existe depuis 1964.
Ah ouais, quand même. Ah, j'étais vraiment pas né, là. 23 pays, c'est ça ? 23 pays représentés, ouais. Et donc, alors, comment ça se passe ? Vous réunissez tous ensemble en fait, Et puis là, il y a des valises de billets qui passent. Exactement. Et alors, ça vous permet de voter. Elles étaient quand même... Petites, elles étaient assez légères. Sérieux. Non, sérieux. En fait, donc, chaque année, depuis 1964, on élit une voiture parmi les voitures qui sont commercialisées dans l'année. Donc là, année 2025. Donc cette année, on avait à choisir, donc il y a 7 voitures qui arrivent en finale, et cette année, il y avait 35 voitures en lice. D'accord. Alors les 7 voitures qui étaient en finale. Alors on va les citer. Il y avait la Citroën C5 Aircross, la Fiat Grande Panda, la Kia EV4, la Skoda Elroq, la Mercedes CLA, la Renault 4 et la Dacia Bigster. D'accord. Et pour succéder, parce que les 2 dernières éditions, c'est Renault qui a tout raflé. C'est Renault qui a tout raflé. L'année dernière, c'était la R5 et l'Alpine A290. Et l'année d'avant, c'était le Renault Scénic. Le Scénic, pardon. Alors, il faut savoir que chaque journaliste a 25 points à distribuer et qui ne peut pas donner plus de 10 points à la première voiture de son choix. Et voilà, donc on a tous voté avant le 29 décembre et les résultats étaient hier dans le cadre du salon de Bruxelles. Quels sont les critères ? Alors les critères, on a l'habitude d'élire plutôt, de choisir, ça fait consensus, on a plutôt l'habitude de choisir une voiture qui est accessible au plus grand nombre. Donc une voiture avec un prix d'entrée. Il y a eu des ratés. On est d'accord. La Porsche 928. Et c'est pour ça, justement, depuis, il y a eu un précédent avec la Porsche 928 en 78. Il y a eu la Mercedes 450 en 74. Et ces exemples montrent qu'aujourd'hui, le jury a plutôt tendance à favoriser des voitures accessible. Après, il y a d'autres critères. Il y a le comportement routier, il y a alors aujourd'hui où on a tendance plutôt à privilégier les voitures électriques. Donc avant c'était plutôt des voitures qui avaient une gamme assez développée, mais maintenant qu'on est dans les voitures électriques, c'est un peu moins vrai. On va dire c'est une voiture qui est plutôt une voiture familiale, polyvalente ou on va dire une voiture assez homogène. Globalement, qui s'adresse au grand public. Quand on regarde la voiture qui a été élue cette année... On vous dirait pas encore maintenant. Accessible, pas trop. Polyvalente, pas trop. Pas trop non plus. Et chaque journaliste essaye toutes les voitures ? On essaye toutes les voitures et on s'est réunis courant décembre. Sur un circuit en Espagne, du côté de Barcelone, où les constructeurs avaient amené les 7 voitures finalistes et pendant 2 jours, les 59 jurés ont pu réessayer toutes les voitures dans toutes les finitions, les déclinaisons, les motorisations possibles. Roulement de tambour, on n'en a pas. On n'a pas de roulement de tambour. Attendez, on va attendre un roulement de tambour pour annoncer le vainqueur cette année. Alors c'est une surprise, moi, quand j'ai regardé, c'était la R5 l'année dernière et l'Alpine. Mais quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, mais mon Dieu, comment ça se fait ? Voilà. Donc, et en fait, on a vu assez vite se dessiner le résultat final hier. Parce qu'en fait, la cérémonie de remise des prix, on donne les résultats par pays, donc de la lettre A à la lettre Z, par ordre alphabétique, et on a vu assez vite se dessiner le classement, parce que les 2 premières voitures, il y a 100 points d'écart, ce qui est énorme. C'est énorme. Ouais. Ça arrive très rarement dans... Rappelez-nous combien de pays ? Donc 23 pays. Combien de jurés ? 59. Alors attention, roulement de tambour. And the winner is... Donc c'est la Mercedes CLA qui est arrivée en tête avec 320 points, 100 points d'avance sur la Skoda Elroq. Wow. C'est énorme. Troisième sur le podium, c'est la Kia EV4. Et la Citroën est arrivée 4e à 1 point. Elle rate le podium à vraiment à 1 point. Ça s'est joué à pas grand-chose. Et Sylvain, vous avez voté pour quoi, vous, si c'est pas indiscret ? Mais les votes sont publics, donc moi j'ai plutôt donné des points à la Citroën C5 Aircross. Pourquoi ? Parce que c'est une voiture déjà qui est multi-énergie, c'est-à-dire que elle existe aussi bien en hybride 48 volts
en hybride rechargeable et en électrique. Et en full électrique, ouais. Et aujourd'hui, je pense que c'est assez bien vu de garder un panel de motorisation quand on voit l'ensemble des marchés en Europe où l'électrique finalement a quand même quelques difficultés à gagner des parts de marché. Alors il y a un truc qui vous faisait râler en arrivant en fait, à l'émission, c'est que la Mercedes, vous n'avez pas essayé toutes les versions, c'est ça, Entendons-nous bien, la Mercedes en version électrique, c'est une excellente voiture avec beaucoup de technologie, plateforme 800 volts, puissance de charge très élevée, autonomie très élevée, une transmission de rapport pour baisser la consommation sur autoroute. Là où ça va moins bien, c'est qu'en fait, on n'a pas pu essayer les versions hybrides quand on était en Espagne. Donc, on a essayé, on va dire, la moitié de la gamme. Ouais. Donc, à partir du moment où vous essayez la moitié de la gamme, vous mettez la moitié des points. Et manifestement, tout le monde n'était pas du même avis. Pas les Allemands. Les Allemands, ils ont quasiment, ils ont donné 53 points sur 60 possibles. Donc, le match était plié, en fait. Ouais. Oui, donc il y a quand même vous êtes pas, vous êtes déçu un peu de. On est déçu dans la mesure où la Mercedes est une excellente voiture en version électrique, mais on a pu essayer que la moitié de la gamme. Si on avait essayé les versions hybrides, ça aurait été complètement différent. On aurait peut-être revu notre. Je vais peut-être vous paraître ridicule, jugement. Mais je vais l'assumer parce que ça m'arrive aussi. Puis comme ça tue pas, tout va bien. Je reviendrai samedi prochain. Il y avait que des voitures électriques là. Non, justement, Citroën C5 Aircross multi-énergie, Fiat Grande Panda multi-énergie, Dacia Bigster, ils ont de l'hybride, du GPL, de l'essence, mais ils n'ont pas de version électrique. Non, il y avait un peu de tout. Il y avait un peu de tout. Il y avait un peu de tout. Ouais. Bon, ça c'est bien. Bon, on a une question de Pierre. On va l'accueillir tout de suite. Il est avec nous, je crois. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour Pierre. Très bien, merci. Je crois qu'on a un petit jingle avant. On va pas commencer à faire les choses correctement en 2026. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Et voilà, vous avez deux journalistes pour le prix d'un. Celui qui est propre à la maison, Monsieur Moreau, et celui Parce qu'il en reste. Celui qui nous a rejoint et qui donnera aussi son avis, notre ami Sylvain Resser. Alors, on vous écoute Pierre. Qu'est-ce que vous voulez acheter, puisqu'on parlait de voitures électriques? Oui. Alors, on avait envie d'acheter une Renault 4 électrique. D'accord. Ouais. De toute façon, elle existe qu'en électrique. Alors, comme ça, vous êtes tranquille. Oui, c'est vrai, oui. Et ensuite, je voulais savoir la fiabilité, mais on n'a pas trop de recul sur ce modèle. D'accord. Et donc, du coup, je me demandais si ce serait pas plus judicieux de prendre une japonaise, mais même d'occasion, parce que la fiabilité des japonaises... Alors, en japonaise électrique, vous n'allez pas avoir un choix gigantesque. Non, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Bon, l'avantage de la 4L, puisqu'on va l'appeler comme ça pour faire simple, même si Renault, ils n'aiment pas qu'on l'appelle 4L. Ils disent Renault 4. Voilà. Bon, on va l'appeler 4L. Voilà. Parce que nous, on aime bien la 4L. Exactement. L'avantage de cette voiture, c'est qu'elle est très polyvalente, elle est confortable, elle est même plus sympa à conduire pratiquement que la R5. Elle a beaucoup moins de succès parce que, a priori, son design séduit moins la clientèle. Ouais, puis en fait, le segment des B SUV électriques, il est en cours de constitution. Et ce qu'on peut dire, peut-être un peu le talon d'Achille de cette voiture, c'est que on espérait un peu plus d'autonomie. Et le constructeur annonce 409 km. Et sur ce genre de véhicule, ça serait quand même bien d'avoir 500 km. Ouais. Alors moi, j'ai réussi. C'est pourquoi faire quel type de trajet, Pierre? Non, on est à la campagne, nous, et après, c'est pour des petits trajets, essentiellement. Ouais, bon, écoutez, c'est parfait. Ça remplira parfaitement le truc. Vous allez adorer cette voiture, parce que franchement, c'est sympa à conduire, ça consomme. Moi, je crois que j'avais, de mémoire, fait 14,5 kWh de moyenne au 100 km, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, il y a un bon rendement sur la chaîne de traction de cette voiture. Oui, puis en termes de fiabilité, comme c'est la même techno que la R5, et la R5, ils en ont déjà vendu plus de 100 000 exemplaires. Et qu'apparemment il n'y a pas de souci. Il faut dire qu'ils ont essuyé les plâtres au début avec la Zoé. Hein, exactement. Parce que en fait Renault, tiens, j'en profite si TF1 nous écoute encore. Quand on fait un sujet où on parle des terres rares, les terres rares servent à fabriquer les aimants
les aimants permanents des moteurs des voitures électriques, on met pas en illustration des images de R5 qui a un moteur qui a pas de terre rare. Voilà, c'est juste pour leur dire ça. C'est du rotor bobiné. Voilà, donc je pense que soit ils le font exprès et c'est vraiment des vislards. Soit tous, il faut qu'ils changent. Non, je crois qu'ils le font exprès pour que nous, on en parle le samedi matin sur Sud Radio. Ouais, ça m'énerve devant ma télé. À chaque fois, je dis, mais c'est pas possible. Il n'y a pas un rédacteur en chef, il n'y a pas quelqu'un qui regarde derrière. Enfin bon, tout ça pour vous dire qu'au début, quand ils ont sorti ce type de moteur Renault, d'ailleurs, le premier moteur n'était pas un moteur Renault, c'était un moteur Continental. Ils ont eu pas mal de déboires. Il y a eu beaucoup de moteurs qui ont été remplacés. Et puis, avec le temps, sur la Zoé, ça s'est fiabilisé. Et maintenant, sur la R5 E-Tech, et donc, vu que c'est le même moteur sur la 4L, je vais dire 4L, voilà, on a une fiabilité qui est a priori, on n'a pas suffisamment de recul encore, mais qui est a priori bonne. Quelle question, Pierre, vous habitez quelle région ? Le Tarn-et-Garonne. Ah, ça va. Non, parce que comme on a parlé du grand froid sur les batteries électriques en début de... Là, vous êtes à peu près... Et moi, je rajouterais que Renault, vraisemblablement, va sortir une version 4 roues motrices de la 4L. Ah oui. Et ça peut... Alors, je ne sais pas si vous en avez l'usage, mais ça sera peut-être à considérer au moment de votre achat. Vous voulez l'acheter quand ? Eh bien, là, en début, dès qu'on peut. Et d'ailleurs, à ce sujet, est-ce que on attendait le début de l'année par rapport aux tarifs, là, il devait y avoir du changement? Ah bah oui, le malus, les malus qui continuent d'augmenter. Non, mais les malus sur les oui, mais pas sur les voitures électriques, bien sûr. Non. Oui, non. Non, mais j'attendais des aides sur les voitures électriques. Alors ça va falloir attendre la loi de finances 2026, tant qu'on est encore dans un marasme politique avec encore plein de choses qui arrivent, peut-être la dissolution. Pour le moment, c'est peut-être. Ouais. D'accord, donc il vaut mieux pas attendre, quoi. Moi, non. Et sinon, est-ce qu'on aurait une voiture électrique japonaise d'occasion à proposer? Alors aussi en japonais, comme je vous ai dit, en voiture électrique, il n'y a pas grand-chose en fait. Oh, il y en a quand même quelques-unes. Il y en a. Moi, je pensais à la Nissan Leaf. Non. Bon, non, on va être. Regardez la Renault 4. Voilà. On va être franc, non. Ouais, faites-vous plaisir, faites-vous un joli cadeau, une jolie voiture, la Renault 4, et en plus, elle est un peu originale et tout, c'est cool. Elle est confortable. D'accord. Et sinon, très confortable. des C3 électriques aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Ça n'a rien à voir avec la 4L, je dis la 4L. D'accord. Ouais. Bon. Non, vous allez avoir une voiture qui est plus entrée de gamme avec une batterie plus petite, moins d'autonomie. Vitesse de charge plus lente. Plus faible. Voilà. Messieurs, on vous embrasse. Merci Pierre de toutes ces questions. Merci beaucoup. Et puis on compte sur vous. Vous nous envoyez la photo sur jeparticipe@sudradio.fr avec On parle auto dans l'objet de votre future voiture, de votre future Renault 4. Moi, je dis ça bien parce que Arnaud, notre ami de Renault, il va dire non, on dit pas 4L, on dit Renault 4. On vous embrasse fort. Sylvain Resser, un grand merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Merci les amis, et surtout Jean-Luc, soigne-toi bien. Ouais, je vais essayer. Là, faut filer au lit maintenant, monsieur. Une bouillotte, un bon lait chaud avec du miel et dodo. On vous embrasse tous. On vous laisse en compagnie de toute l'équipe de Sylvain Lévy-Valency pour Parlons Immo. Merci à Jamel d'avoir réalisé cette émission. Merci à Jérémy d'avoir fait ses premiers pas au standard avec nous. Merci à Aude de le former et de l'accompagner. Merci à tous de nous écouter également pour cette nouvelle année. On vous embrasse et on vous souhaite tous une très très belle année. À tout moment de la journée, prenez la parole.